Vite famille. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Vite Famille, présentée par Sabine Bouvatier et Annick de Focal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un ouvrage d'Yveline Héron, Graines d'homme, paru aux éditions Le Souffle d'Or en février 2014 et qui propose aux professionnels de l'enfance ainsi qu'aux parents un guide sur l'accompagnement des enfants de 0 à 3 ans dans une motricité libre. Nous recevons aujourd'hui Yveline Héron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc puéricultrice, mère de famille et grand-mère. Oui, tout à fait. Et vous avez passé une trentaine d'années auprès des jeunes enfants. Tout à fait. D'emblée, dans votre livre, vous introduisez la notion de motricité libre. Qu'est-ce que c'est ? Alors la motricité libre, ça résulte à la fois d'une observation des enfants et d'une pratique. Celle qui est à l'origine de ce terme en fait de motricité libre, c'est Madame Amy Bickler, qui était médecin. Alors c'est tout de suite après la guerre à Budapest, où on lui a demandé de s'occuper de la pouponnière qui se trouvait rue de l'Auxy. Et elle avait déjà pratiqué dans une approche très très respectueuse de l'enfant, qui l'avait beaucoup marqué et qu'elle avait exercé déjà en cabinet privé. Et dans cette pouponnière, pour elle, ça a été évident de former le personnel dans ce type d'accompagnement du jeune enfant, d'autant plus que c'est des enfants qui avaient quand même été très traumatisés. Et donc, c'est devenu une référence, c'est-à-dire que par son observation et par les résultats qu'elle pouvait avoir justement dans le comportement des enfants et la manière qu'ils avaient de se construire, eh bien, très vite, elle s'est rendue compte que c'était vraiment une voie d'accompagnement du jeune enfant qui était respectueuse et qui permettait à l'enfant de récupérer justement sur tous ces traumatismes qui avaient été vécus. Et donc, voilà, c'est Amy Bickler qui est à l'origine de ce, je sais pas l'appeler comment, mouvement, démarche, voyez, mais c'est quelque chose de très global. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre manière de rencontrer l'enfant. Alors pourquoi justement, vous, Yveline, ça vous a intéressé dans votre pratique ? Alors je suis tombée dedans quand j'étais à l'école de puériculture, tout simplement. J'ai été formée à l'école de puériculture par Madame Agnès Santos, qui était une des collaboratrices d'Amy Bickler. Et donc, voilà, j'étais une jeune, j'étais à l'époque infirmière, j'avais travaillé en pédiatrie. J'étais très sensible déjà à l'approche du jeune enfant et à son écoute. Et donc, voilà, de recevoir cette formation par cette femme, pour moi, ça a changé complètement ma manière de travailler et ma manière de voir l'enfant. Et toute ma carrière professionnelle après a été marquée par cette approche du jeune enfant, qui est en fait une vraie rencontre. C'est-à-dire que on n'est plus l'adulte qui sait, on est un être humain qui va en rencontrer un autre, ce qui est complètement différent. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent sur le fait que les petits bébés ont des capacités plus précoces que ce qu'on pensait auparavant. À partir de quel âge est-ce qu'on peut appliquer cette notion de la motricité libre ou de cette façon de rencontrer les enfants ? Dès que l'enfant naît, dès qu'on l'accueille. De quelle façon alors ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Mais quand on accueille l'enfant, par exemple, quand l'enfant vient de naître, c'est déjà reconnaître le potentiel qu'il a. C'est reconnaître que d'emblée, il est capable d'exprimer ses besoins. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir exprimer quand il a faim, quand il a sommeil, quand il a mal quelque part. Voilà. Et c'est être à l'écoute de ce que l'enfant exprime, c'est-à-dire être en réponse à ces besoins-là, et non pas lui imposer une manière de faire et une manière de voir. Très souvent, c'est ce qui se pratique, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, il faut faire ça. Et j'entends souvent dans les conférences les gens dire, mais on a la croyance que il faut leur montrer. Non. Il faut être présent, il faut les accompagner, bien évidemment. Je veux dire, un enfant, il peut pas faire seul, mais il peut pas répondre à ses besoins seul, mais il a beaucoup de compétences, bien sûr. Oui, c'est ce que vous dites quand vous dites qu'il faut accompagner l'enfant plutôt que de le guider. Alors ça remet un peu en cause tout ce que ancestralement les parents imaginent de guider justement, parce que l'enfant il est un peu en désaide, il a besoin d'une guidance, non ? C'est un tout autre regard effectivement, c'est-à-dire que en fait. Alors, le principe de motricité libre, au départ, c'est très lié à toute cette phase d'appropriation du corps de l'enfant. C'est-à-dire que c'est tout ce moment où l'enfant va s'approprier son corps. Globalement, c'est entre 1 an et 18 mois, jusqu'au moment où il va avoir complètement maîtrisé la marche. En fait, ça va jusque-là. Parce qu'on sait aujourd'hui le lien important qu'il va y avoir
entre cette mise en place de la motricité et tout ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que le langage va se construire sur le même mode, que la pensée va se structurer de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer au niveau du corps et toutes les expérimentations que l'on va pouvoir faire, les expériences qu'il va pouvoir faire en s'appropriant ce corps, mais dans un rythme qui est le sien et qui répond maintenant, on le sait, à quelque chose de complètement physiologique, va lui permettre justement de construire de la confiance en soi, ce qui est déjà essentiel, mais aussi de bien connaître son corps, de bien connaître ses limites. Par exemple, c'est un enfant qui sera prudent spontanément, parce que spontanément, il connaîtra ses limites. Au fond, on a l'impression, puisque vous vous intéressez à 0-3 ans, on a l'impression que tout se joue au fond dans cette partie, la motricité libre est véritablement... Alors, on peut pas dire que tout se joue. Enfin, non, il faut revenir un petit peu sur ce concept-là. Heureusement, je veux dire, l'humain est adaptable et peut, à tout moment de sa vie, décider de guérir des choses, et fort heureusement. Mais c'est des années qui sont fondatrices. D'accord. Ce sont les bases. C'est plutôt dans ce sens-là. Il n'y a jamais rien de définitif de posé, mais n'empêche que ce sont des bases et que, une fois que l'adulte va être dans un fonctionnement qui est en fait complètement la suite de ce que cet enfant-là aura posé comme base dans sa vie et dans sa relation à lui-même, dans sa relation à son corps, dans sa relation au monde qui l'environne. C'est-à-dire qu'il va y avoir des croyances qui vont être installées et des croyances qui vont déterminer après évidemment du vécu. Et si vous dites que l'enfant est prudent, par exemple, oui. Est-ce que vous allez changer l'environnement autour de lui pour qu'il soit pas quand même dans des situations trop risquées? Parce que malgré tout, il n'a pas la conscience de certaines choses. Donc on va le laisser faire, mais en favorisant un environnement respectueux de ses possibilités. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? On est les garants de sa sécurité physique, bien évidemment. De la même façon qu'on est les garants de sa sécurité affective. C'est les deux aspects qui sont importants. Donc évidemment, on va proposer à l'enfant un environnement qui est adapté à ses possibilités. Bien évidemment. Vous avez des exemples pour un petit enfant de 1 an, par exemple, qui commence à vadrouiller partout? Est-ce que... Alors, s'il commence à vadrouiller partout et que, par exemple, on est dans une pièce où il y a des marches, il peut y avoir 1 marche, 2 marches, ce qui va être important, c'est d'accompagner l'enfant dans la rencontre avec ces marches-là. Donc, bien évidemment, il ne faudra pas le laisser tout seul découvrir. Mais on pourra être à côté. Moi, j'ai une petite fille, par exemple, qui a 20 mois bien maintenant. Et chez nous, il se trouve que c'est une maison à plusieurs niveaux, donc il y a des marches. Et ça a été fort intéressant de pouvoir m'asseoir sur la marche et de lui montrer la marche. Et de lui montrer que là, je l'ai regardé faire. Je lui ai juste montré qu'il y avait cette difficulté-là. Et après, je l'ai laissé trouver ses possibilités, ses solutions à elle. Et c'est ça qui est important, c'est que l'enfant trouve ses solutions. Bon, on va passer des marches de l'escalier à la marche proprement de l'enfant. Alors, vous précisez dans votre livre qu'il ne faut pas sauter d'étapes. Donc, quelles sont ces étapes qu'il faut bien respecter? Vous parlez de Yupala dans votre livre. Apparemment, il serait à proscrire. Éclairez-nous. Oui, absolument, totalement. C'est totalement éclairé. Oui. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, tout ce qui précède la marche a été très bien étudié. Et on sait qu'il y a aujourd'hui des préliminaires à la marche. Alors, globalement, on en détermine une douzaine de mouvements que l'enfant acquiert peu à peu et qui vont être les prémices justement à ce que l'enfant ait une marche harmonieuse, c'est-à-dire équilibrée, parce qu'il y a toute une notion d'équilibre sur le plan du corps, au niveau musculaire, au niveau articulaire, au niveau osseux. Et donc tout ça, il va falloir que ça s'articule et que l'enfant petit à petit, dans une progression, c'est-à-dire qu'il y a des étapes effectivement, et dans cette progression-là, on voit bien ce que l'enfant va maturer au niveau musculaire. Il va faire tout seul. Oui, et puis ce que dans son corps, ça va lui permettre d'acquérir. C'est-à-dire que petit à petit, par exemple, la première étape, c'est l'enfant qui est sur le dos et qui va découvrir ses jambes. Alors au début, c'est totalement involontaire. Il va découvrir ses bras, il va découvrir ses mains. Il n'est pas conscient que c'est son bras, que c'est sa jambe. C'est juste que ça passe devant lui. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le mouvement s'opère, il y a quelque chose qui se fait au niveau de son système nerveux qui va faire que petit à petit, il va pouvoir le faire de manière volontaire. Et donc, à partir du moment où il le fait de manière volontaire, bien évidemment, il va construire. Il y a d'autres chaînes musculaires qui vont se structurer, s'organiser, voilà, et qui vont lui permettre d'aller encore plus loin.
pour pouvoir à un moment donné se retourner, par exemple. Quand on voit à un moment donné dans mon film, on a fait des ralentis sur certains moments justement de la vie de l'enfant, et en particulier sur ce moment où l'enfant va se retourner et du dos va passer sur le ventre, et on voit toute cette chaîne musculaire que l'enfant a besoin d'avoir maturée pour arriver à ça. Oui, toute l'énergie qui développe pour Absolument. passer d'une étape à Et l'autre. alors pourquoi dites-vous que le Yupala n'est pas un bon objet pour le développement de l'enfant? Parce qu'on le met dans une position que l'enfant n'a pas acquis tout seul, c'est-à-dire qu'on le met debout. Et c'est très intéressant de regarder sur un plan physiologique comment on étire les hanches, vous voyez, tout le système musculaire des hanches, parce que les pieds pendent, en fait, l'enfant ne s'appuie pas dessus. Ça, c'est donc sur un plan musculaire, sur un plan articulaire, c'est déjà une très très mauvaise chose. Au niveau de son dos également, parce qu'on lui impose de tenir tout ce corps, alors qu'en fait, musculairement, il peut pas encore le faire. Et l'autre aspect, c'est qu'on fait vivre à l'enfant une expérience que lui ne peut pas vivre tout seul, que c'est le contraire de la sécurité de mettre un enfant dans un Yupala, parce que ça rassure les parents, paradoxalement, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents de Yupala. C'est des médecins de services urgentistes qui ont alerté justement quant à l'utilisation des Yupala, parce que c'est dangereux et parce qu'on fait vivre des choses à l'enfant que lui ne vit pas seul. Donc quand lui va commencer à marcher, il va vouloir revivre des expériences qu'il a vécues sans avoir conscience que c'était lié à de l'appareillage et non pas à ses possibilités. Oui, donc ce que vous dites, c'est qu'il faut laisser l'enfant tranquillement avancer, Oui. sans aller plus vite que lui. Absolument. Alors nous allons faire une petite pause en écoutant une chanson qui accompagne votre film, qui s'appelle aussi Graines d'Homme. Oui. Voilà. Et nous nous retrouverons juste après pour aborder la suite de notre émission. C'est l'histoire d'un enfant si peu grand que le monde des parents lui paraît si géant qu'il ne sait pas comment devenir grand, être aimé de ces gens, pour lui si important. Dans ce monde coupé de son humanité, il va être obligé d'oublier qui il est, de se plier aux ordres, de rester dans les cordes pour qu'on le laisse aller en pseudo-liberté. Nous avons tous été ces enfants abusés par ce monde pollué de tas de fausses idées qui nous font croire qu'il faut tuer nos idéaux pour se faire accepter pour ce que l'on paraît. Où est la vérité que notre cœur connaît? Comment la retrouver, la faire éclater quand on se sent petit, écrasé par la vie et contraint de marcher sur des chemins tracés? Laissons à chaque enfant ses rêves et ses élans pour qu'il fasse ses demain beaux, nourrissants et sains, qu'il prenne sa vie en main pour qu'il s'y sente bien en allant ses chemins, rencontrer son destin. Merci de nous rejoindre dans Vie de famille avec notre invitée Évelyne Héron, péricultrice, auteure du livre Graines d'Homme, un livre consacré aux enfants de 0-3 ans. Nous allons continuer notre découverte du développement de l'enfant dans une motricité libre, avec maintenant l'apprentissage de la propreté, mais vraiment dans cet esprit-là, à la suite de la marche. On sait que c'est lié. Qu'est-ce que vous nous en dites ?
Alors déjà, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que autour de la motricité libre aujourd'hui, on a des connaissances en neurosciences et on sait que comment le système nerveux en fait va diriger quelque part les possibilités motrices de l'enfant. Et en particulier avec la myélinisation du système nerveux. Et on sait que les derniers nerfs qui vont se myéliniser sont ceux qui sont tout en bas de la colonne vertébrale et c'est ceux qui vont gérer justement toute la zone urogénitale de l'enfant. Et c'est très important pour l'enfant. Il y a vraiment un moment où l'enfant est prêt à donner ses urines, à donner ses selles, à contenir, puisque c'est vraiment de ça dont il est question. Et pour lui, sur le plan psychologique, alors ce serait très long à expliquer, mais n'empêche que c'est une étape extrêmement importante. Parce que c'est aussi quelque chose qui va être déterminant dans sa vie future, notamment dans sa sexualité. Et on oublie beaucoup que tout ce qui se joue dans cette période-là, ça va avoir des incidences après. Alors, faut savoir, moi ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que tous les enfants arrivent à un moment donné où c'est le moment pour eux de contenir leurs urines et leurs selles et donc d'être dans cette maîtrise des sphincters. Il n'y a pas d'enfant qui reste sans que ça arrive et que c'est important de faire confiance à l'enfant, de le laisser gérer son corps, ce qui se passe dans son corps. Oui, mais vous lui proposez le pot ou non, vous ne le faites même pas? Absolument pas. L'enfant, à un moment donné, spontanément va s'intéresser à ce qui se passe. Il va regarder les adultes vivre. Il va regarder les adultes vivre et il va se rendre compte que les adultes vont aux toilettes. Donc, c'est intéressant qu'il se rende compte. Il va voir d'autres enfants. Voilà. Et donc, à un moment donné, pour lui, ça va devenir une évidence. Il va sentir qu'il fait pipi un jour, par exemple. Et là, c'est là où l'adulte a besoin d'être présent, lui expliquer ce qui est en train de se passer. Où est-ce qu'on fait ça? Comment on fait ça? Et à ce moment-là, l'enfant va être complètement coopérant parce qu'il est prêt. Voilà. Et ça sera très rapide. Absolument. Le passage des couches rapide. C'est très rapide. Et l'enfant va demander à ce qu'on lui enlève ses couches. Et pour lui, c'est une étape importante parce que c'est lui qui sent dans son corps qu'il est prêt. Voilà. Donc le pot n'est pas à proscrire. Alors, laissons l'apprentissage à propreté pour arriver au jeu. Qu'est-ce que vous nous dites sur le jeu? Dans le livre, nous avons retenu que plutôt que de lui donner un jouet, il faudrait le laisser faire. Plutôt que de jouer avec lui. Ou pour lui, approcher le jeu, faire ce genre de choses. Le jeu est extrêmement important pour l'enfant. Mais si vous voulez, souvent, on n'adapte pas les jeux qu'on propose à l'enfant à ce qu'il est en train d'expérimenter. Et c'est là où le jeu a une importance. C'est-à-dire que c'est bien choisir son jeu en fonction de là où est l'enfant. Par exemple, tant que l'enfant est dans la manipulation, ça va être important de lui apporter des jeux de différentes tailles, de différents matériaux, de différentes textures, de différentes couleurs, que l'enfant va manipuler. Alors, il faut effectivement que les jeux soient faciles dans leur manipulation, mais que l'enfant expérimente vraiment. Voyez, dans un premier temps, il va passer d'abord par là. Alors, une erreur qui est souvent faite, c'est de mettre, par exemple, les portiques au-dessus de l'enfant. On les met au-dessus. Alors, c'est une erreur, il faudrait les mettre sur le côté pour inviter l'enfant à bouger, à se déplacer, à aller chercher. Voyez, il faut que l'enfant, il sente cet élan d'aller vers. Et que justement c'est ça qui va nourrir toute la dynamique de son corps. Ça va être cet élan de vouloir aller toucher, de vouloir aller chercher, et qui va l'inciter à toujours aller plus loin. Et ça qui est important, c'est de laisser, de lui permettre de toujours aller plus loin. Et donc en observant l'enfant, on voit bien où il en est. Et on voit bien, il y a des choses à un moment donné que l'enfant qui ne l'intéresse plus, il a besoin de passer à autre chose. Donc c'est vraiment adapter le jeu qu'on va lui proposer à là où il en est dans ses expériences. Pour les jeunes parents, donc être bien attentifs finalement à la progression de leur enfant pour aller chercher le jouet adéquat. Tout à fait. À l'âge et au développement. Et puis se faire confiance en tant que parent. Parce que très souvent, on attend justement à travers l'enfant de se rassurer. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va rassurer les parents quelque part, surtout quand c'est le premier enfant. Parce qu'avant, on n'était pas parents. Donc ce premier enfant joue un rôle important. Ils doivent donc être observateurs de leur enfant. Oui, être observateur, lui faire confiance et se faire confiance, eux, dans leur capacité, justement, à comprendre ce que l'enfant est en train d'exprimer, quel est son besoin. C'est vraiment une vraie rencontre de deux êtres quand un enfant arrive dans une famille. Et c'est vraiment cette rencontre-là, dans une confiance mutuelle, dans une écoute mutuelle, qui va faire que les choses vont très bien se passer. Encore un autre domaine qu'on pourrait aborder, on va très vite parce qu'on est pressé un peu par le temps, mais vous abordez l'alimentation de l'enfant, encore un besoin absolument nécessaire à son développement, l'alimentation. Vous préconisez pour un enfant dès 2 ans qu'il peut décider de manger ce qu'il veut, se servir seul et assumer la quantité de nourriture à mettre dans son assiette. Alors ça, c'est assez révolutionnaire.
C'est pas vraiment révolutionnaire, vous savez, parce qu'il y a déjà quelques années, ça fait un certain temps, j'étais directrice de crèche encore à l'époque, et il y avait des expériences qui avaient été faites, justement, sur des selfs pour des enfants de 2 ans. Dans des structures collectives, évidemment. Et il y avait un gros travail qui avait été fait avec le personnel avant, parce qu'il fallait que le personnel fasse confiance aux enfants. Et en fait, on a été très surpris de se rendre compte, parce qu'on imaginait qu'ils allaient prendre que du sucré, qu'ils allaient manger ce qu'ils aimaient. Pas du tout. Quand l'enfant se sert, l'enfant, effectivement, il va prendre, attention, parce que faut pas que ça se fasse du jour au lendemain, bien évidemment. C'est tout un accompagnement, je veux dire, c'est dans une continuité, cette affaire-là. Mais si on a habitué l'enfant, à respecter, par exemple, ce que l'enfant a besoin pour manger, la quantité dont il a besoin pour manger, eh bien, l'enfant, spontanément, il va prendre ce dont il a besoin. Alors, la surprise qu'on a, c'est que l'enfant va toujours commencer par le sucré et va finir par le salé. Ce qui, au niveau de notre tube digestif, est tout à fait cohérent. D'accord, donc c'est pas... Ça va pas faire les enfants capricieux ou difficiles. Non, ce qui fait les enfants capricieux, c'est quand il y a un bras de fer qui se fait avec les parents. C'est-à-dire quand on est dans un rapport de force, quoi. Là, les enfants deviennent capricieux, ou quand effectivement on leur donne pas de limites. Parce qu'il faut pas oublier aussi qu'il faut donner des limites aux enfants. Les enfants ont besoin d'un cadre, de régularité. Ils ont besoin de sentir que ils ont des parents qui sont à côté d'eux et qui sont là, qui les soutiennent, qui sont de vrais tuteurs, mais au sens, vous voyez. Oui, donc presque... vous ne remettez pas en cause le fait que l'alimentation va respecter quand même un développement particulier. On va pas donner des petits morceaux à un enfant qui est encore trop petit, qui a pas de dents encore. Ah non, c'est aberrant, voilà. Bien sûr. Donc, bien sûr. Il faut pas que les parents non plus imaginent que on laisse l'enfant faire simplement à sa guise. Non, c'est pas tout ce qu'il veut. C'est pas faire tout ce qu'il veut. C'est important d'avoir vraiment cette notion-là. On ne laisse pas l'enfant faire tout ce qu'il veut. On le laisse juste gérer, vous voyez, tout ce qui est son élan à lui et tout ce qui est de ses expériences à lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il a une autonomie dans tout ce qui est cette réponse aux besoins, dans lequel on va l'accompagner petit à petit en fonction de là où il en est, bien évidemment. Il ne faut pas demander des choses aberrantes à un enfant, c'est clair. Alors justement, après ce repas que l'enfant a pris et se rassasie en fait tout seul, puisqu'apparemment il a les rênes, il va partir à la sieste et là on va parler du doudou. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question des doudous? À quoi ça sert? Est-ce que c'est indispensable? Mais c'est tout à fait indispensable. C'est-à-dire que cet enfant, à un moment donné, dans la progression de ce qui se passe, on voit que la manipulation des objets, dans un premier temps, va amener l'enfant à une manipulation d'image. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va pouvoir y avoir une abstraction. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'impermanence de l'objet, à un moment donné. C'est-à-dire que quand l'objet n'est plus là, pour l'enfant, il continue à exister, ce qui est quelque chose d'important. Mais c'est aussi une manière, vous voyez, parce que la personne de référence, c'est la mère. C'est la mère, oui. Donc, c'est une manière de remplacer sa mère quand la mère n'est pas là. C'est une manière de se rassurer, de se réassurer. Donc c'est un objet qui va être investi d'une manière tout à fait particulière et qui pour l'enfant va jouer un rôle très important. Parce que justement, ça va permettre à l'enfant, à travers ce doudou, d'aller chercher des ressources en lui-même pour pouvoir se consoler quand il est en difficulté. Alors justement, il y a certains enfants qui n'ont pas... je pense à des enfants qui arrivent en crèche et qui n'ont pas de doudou. Tout à fait. Alors comment on fait dans ces cas-là? Que font les adultes? adultes? Si l'enfant spontanément n'a pas de doudou, on va pas lui en chercher. Il ne faut pas en imposer un. Absolument pas. Absolument il a déjà pas. cette représentation de l'absent. Oui, il a cette représentation-là. Et puis il peut investir des objets à son gré. C'est-à-dire que l'enfant peut aussi changer d'objet, d'objet transitionnel. C'est pas systématiquement toujours le même. Est-ce que le pouce peut en être un? Le pouce peut être un... Oui, tout à fait. Le pouce peut en être un. Parce qu'aujourd'hui, c'est une demande très forte des éducateurs. Quand les enfants arrivent dans des crèches collectives, on demande aux parents d'apporter un doudou et il y a une demande très forte. On pousse un peu au doudou. Tout à fait. Donc, c'est pas aussi nécessaire. Mais ça dépend de l'âge de l'enfant. Voilà. Ça dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire si l'enfant a dépassé ce stade de la permanence de l'objet, c'est-à-dire s'il n'y a pas de problème, sa mère continue à exister quand elle n'est pas avec lui, il n'y a aucun souci. Mais quand on a un enfant, par exemple, dans les premiers mois de vie, qui vient en crèche collective, c'est très important on peut même aller jusqu'à demander des vêtements des parents. C'est-à-dire demander à la maman d'avoir porté un t-shirt pendant 2 ou 3 jours, que le t-shirt soit vraiment bien imprégné de l'odeur de la mère. Et quand on va coucher l'enfant,
l'enfant va retrouver cette odeur qui pour lui est très archaïque et qui va donc pour lui spontanément le remettre en présence de sa mère. Donc c'est une manière pour lui d'être réassuré, hein, et pour le personnel c'est important. Voilà. Alors juste avant de terminer l'émission, j'aimerais revenir sur un petit point précis qui était au début de votre livre, et vous écriviez en préambule que pour la jeune infirmière que vous étiez, le monde de l'enfant faisait mystère. J'avais envie de vous demander, là aujourd'hui, après 30 ans de travail auprès des enfants, l'écriture de ce livre, est-ce que ça vous a permis, et surtout la réalisation du film, hein, parce que Est-ce le film a été extrêmement important. Graines d'homme, c'est aussi un film. Et ce film est extrêmement important parce que c'est à partir du film que le livre a été écrit. Mais est-ce que ça vous a apporté des réponses sur ce mystère du monde de l'enfant? Alors, effectivement, ça m'a apporté un certain nombre de réponses. C'est le résultat. Et sur l'humain en général, hein, puisque, je veux dire, travailler avec des enfants, les enfants sont des maîtres, hein, quand on travaille avec eux, et on apprend beaucoup sur l'humain, sur l'humanité, hein, sur des choses assez basiques qu'on a malheureusement oubliées quand on est adulte. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est ce que vous voulez nous transmettre. Un mode d'emploi de l'enfant? Non. Oh non. Pas ça. Bon. De le rencontrer. Voilà. De rencontre. D'oser le rencontrer, lui faire confiance Le et d'accepter vraiment ce rencontre. C'est fantastique de rencontrer les enfants. C'est fantastique. Mais il faut quand même avoir quelques connaissances du développement de l'enfant pour être à l'aise. Parce que est-ce que l'observation pour une jeune maman, un jeune papa avec son premier enfant sera content quand même d'avoir des conseils des gens qui entourent? Oui, il faut quand même avoir quelques bases. Effectivement, ça aide toujours. Oui, alors tout à fait. notre émission touche à sa fin. Merci Evelyne Héron. Merci de à vous. nous avoir apporté votre témoignage d'une vie consacrée aux plus petits. Je redonne le nom de votre ouvrage, Graines d'homme, aux éditions Le Souffle d'Or. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire en appelant le 09 50 78 82 28. Et pour retrouver Evelyne Héron, vous pouvez aller sur son site Graines d'homme. www.graindhomme.com. Voilà. Et on peut y trouver votre film? Tout à fait aussi, oui, bien sûr. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.